exercices, n'est-ce pas, physiques. Et parmi ces exercices physiques, ces ateliers sportifs ce soir, nous allons parler notamment, n'est-ce pas, du mondial féminin de 2023 avec la performance, disons, le comportement, n'est-ce pas, de l'équipe nigériane. Après cet atelier, nous allons aborder celui de la francophonie, le comportement là-bas, pour étudier le comportement et même les performances de l'équipe nationale qui est de ce côté, parlant du football. Et ensuite, et pour finir, nous allons parler des interpools, n'est-ce pas, qui ont rendu leur verdict avec, n'est-ce pas, ces promus en MTN Elite tout. Nous venons juste après pour présenter ceux qui nous accompagnent, ceux avec qui nous allons transpirer durant ces quelques heures, ces quelques minutes et même poignées de secondes. Prenons tout de suite ces génériques et venons présenter ceux qui nous accompagnent sur ce plateau. Pour en parler ce soir et même pour diriger les différents exercices physiques des différents ateliers de notre match 2-0 ce soir, nous sommes avec Patrick Olangna qui est écrivain et également analyste sportif. Patrick, bien le bonsoir et bien merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Écoutez, chers frères, c'est moi qui tire tout l'honneur nécessaire de participer à ce projet qui permet aujourd'hui de clarifier sur la connaissance sportive et d'analyser évidemment sur la compréhension sportive tout ce qui s'y fait à l'international. Je voudrais saluer tous vos téléspectateurs ici qui nous donnent l'opportunité d'avoir, selon vous et vos techniciens, les aptitudes déistes, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire se retrouver étant assis en un même lieu, au même, dans plusieurs ménages, au même moment. Il n'y a que Dieu qui en a ce potentiel et grâce à vous, à la télévision, on peut nous attendre de par ici et d'ailleurs et écouter tout ce que nous pourrons dire. Je souhaite une très bonne analyse aux copanélistes et très bonne écoute à tous ceux qui vont nous écouter. J'espère ne pas trahir un secret si je disais que vous avez déjà commis une œuvre, disons, vous avez écrit sur l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et vous êtes également en train de produire un autre ouvrage sur un autre grand sportif sur le plan camerounais. Oh oui, merci de vous donner l'opportunité de le dire. Effectivement, à la période électorale de la Fédération, j'ai produit un livre sur le football. C'est vrai que de temps en temps, il prête à confusion. J'ai produit un livre sur le football et c'est sur le projet électoral de Samuel Eto'o parce qu'il était question dans ce livre d'analyser le projet électoral que Samuel Eto'o nous produisait et de vérifier, d'examiner s'il est fiable et puis répondre à cette question parce que vous savez, le problème avec nous dans notre football ici, c'est qu'en fait, ceux qui sont soit des acteurs ou des spectateurs ont du mal à maîtriser les rouages qui permettent à ce que le football soit populaire et solennel en Europe. Alors, j'ai écrit un livre pour parler de l'économie du football, pour s'assurer que M. Samuel Eto'o nous projette un bon projet. Et je pense que nous sommes sur la voie, n'en déplaise. Mais également, pour terminer, je viens de terminer un livre pour présenter les exploits. C'est un récit biographique de M. Francis Nganou. Dans ce livre, on verra tout son parcours du Cameroun jusqu'à ce qu'il est maintenant. Nous en aurons le temps pour la publication d'en parler. Nous espérons également que vous allez nous apporter quelques ouvrages de ces livres sur ce plateau. À côté de vous également, on habitue des plateaux télé et même des radios, le coach Vasco, entraîneur et formateur. Merci de répondre à notre invitation au 2-0 de ce soir. Oui, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui aiment la télévision, bonsoir à tous ceux qui aiment le sport, bonsoir aux Camerounais qui aiment le Cameroun, bonsoir à tous ceux qui œuvrent dans les hôpitaux pour sauver les vies humaines, bonsoir à toutes nos mamans
et nos frères qui travaillent dans les champs pour nous nourrir, afin que nous puissions venir ici le temps vigoureux. Merci, bien le bonsoir à toutes ces populations qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Freddy Ndou, vous êtes un habitué de ces plateaux, de cette maison. Merci d'accepter une fois de plus notre invitation au Club 2-0 de ce soir. C'est à vous que je dirais merci, Barnabé. J'ai dit bonsoir à toutes ces personnes qui sont avec nous. Je dis bonsoir à toutes ces autres personnes qui sont à la maison et qui nous écoutent voilà, religieusement tous les jeudis lorsqu'il faut se retrouver pour cette émission 2-0. Je vais particulièrement dire bonsoir aux entraîneurs formateurs comme le coach Vasco, puisque qu'il s'agit d'eux, ce sont eux qui font l'énorme travail, et on va également demander à ces entraîneurs formateurs de vraiment mettre un accent sur la formation, parce qu'on a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui arrivent à un certain niveau et non pas cette base. Voilà, cette base qui est censée les amener très haut. On a l'habitude d'entendre des débats aujourd'hui sur la différence de niveau qui existe entre le football africain et celui européen, et on pense quand même que les formateurs aujourd'hui ont un très grand rôle à jouer. Merci. Freddy Ndou, merci également à vous. Nous avons également un autre consultant sportif, Arsène Aboudou. Merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Monsieur Barnabé. Je saurais commencer mes propos sans remercier déjà le Seigneur qui nous donne la grâce d'être debout, d'être ici présent pour participer à cette émission. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. On espère avec notre modeste expertise édifier tous les téléspectateurs sur l'actualité dans le sport camerounais et partout ailleurs. Nous espérons édifier tous nos téléspectateurs en ce qui concerne l'actualité sportive. Coach Vasco, j'ai envie de commencer avec vous avant même que d'entrer, n'est-ce pas, dans les différents ateliers de ce soir. Je rappelle qu'une fois de plus encore que nous allons parler du mondial féminin 2023 et évoquer ici les performances de l'équipe nigériane qui peut être en bonne ligne. C'est notre premier atelier. Le deuxième atelier, lui, il parle des Jeux de la francophonie de 2023 avec une lueur d'espoir pour les Lions U20 de ce côté-là. Nous allons également en parler pour finir du football camerounais avec les Interpools qui affichent une fin glorieuse pour le club Isle of Hope Sports Academy. Mais avant, coach Vasco, Sadio Mané en Arabie Saoudite, quel commentaire pouvez-vous faire? D'abord, c'est normal que Sadio Mané se retrouve en Arabie Saoudite parce que, vu son âge, il est en pleine carrière et il peut aller se faire du beurre du côté de l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite est en train de préparer le terrain pour le mondial qu'il recevra je crois en 2030. 2030, oui. Oui. Après les États-Unis et le Mexique, ça sera probablement l'Arabie Saoudite, sauf accident. Ouais, donc, ils sont en train de préparer du terrain. Bon, alors, il n'est pas le seul qui est allé là-bas. Il y a beaucoup de joueurs africains qui se retrouvent là, même européens et sud-américains. C'est tout à fait normal. Il a senti qu'il n'avait plus les mêmes capacités pour rester dans l'exigence du football européen. C'est pour ça qu'il s'est pointé vers l'Arabie Saoudite. Donc c'est une recherche de gains pour Sadio Mané. Patrick, vous partagez également cette vision. Pourquoi l'Arabie Saoudite, pourtant Sadio Mané est encore assez jeune, on dit souvent de manière triviale que le football ce n'est pas pour les enfants, mais il est encore dans la trentaine. Et pourquoi se jeter dans un championnat qui n'a pas encore véritablement une grande renommée comme celui de l'Arabie Saoudite? Je veux croire qu'en réalité, une analyse approximative peut reconstruire une idée, ou déconstruire une idée qui est très trivialement partagée sur la question de l'âge. Vous savez, en réalité,
L'expérience nous démontre que de plus en plus, ceux qui brillent de nos jours, c'est à cette fleur d'âge-là qu'ils deviennent de plus en plus tonifiants. Vous allez prendre les cas de ceux qu'on a connus, même Samuel Eto'o. Vous allez voir qu'il n'est pas très loin de cet âge-là. Vous allez voir Benzema. Benzema, c'est à cette fleur d'âge qui réussit à prendre, bien évidemment, son sacre de ballon d'or. Sadio Mané a 30 ans, je pense pas fondamentalement qu'il en est déjà le poids de l'âge. Mais le souci, c'est qu'en fait, on a vu quand Sadio Mané, à cause des plans d'un système d'administration du Bayern, a bien voulu évacuer Sadio Mané, peut-être la volonté du coach, a bien voulu évacuer Sadio Mané et l'a mis dos au mur. Vous savez, il y en a plusieurs stratégies qui peuvent entrer en jeu lorsque j'analysais ce facteur-là. Et pas avoir la question de ressources financières. Ne pensez pas toujours que ces clubs-là n'ont pas assez ces difficultés-là. Même si c'est le Grand Bayern qu'on peut imaginer, c'est une société, pas ce que nous on vit en association ici. En fait, et une société, vous savez, lorsque elle en a déjà assez dépensé, elle peut se ressourcer et se recharger. Et le concret de Sadio Mané, avant son terme, vous connaissez le conflit qu'il y a entre Mbappé et le PSG aujourd'hui, et permet au club d'anticiper et de pouvoir se ressourcer financièrement avec l'Arabie Saoudite qui est devenue une source à financement des joueurs. Il y en a ce point qu'on peut voir, même s'il n'est pas, il est discutable, mais il faut dire que Sadio Mané va ramener quand même au Bayern quelque chose à partir de ce contrat. De l'autre idée qu'on peut projeter, celle dont je disais, peut être le système que le Bayern a décidé en évacuant d'abord ce qui coûtait et ceux dont il estime peut-être qu'ils ne lui ont pas apporté grand-chose dans les stratégies du coach actuel. Quand il est venu, on sent qu'il a voulu beaucoup plus faire avec ce dont il se sentait à l'aise, les Sané et autres. Et il voulait peut-être se déjeter des influences comme Mané et bien d'autres. Alors, vous savez qu'il en a refusé. Il a été clair qu'il ne voulait pas partir. Même lors de son au revoir, il a dit qu'il voulait encore démontrer aux yeux du monde. Mais ce que je peux reprocher à Sadio Mané, bien qu'il soit sorti, il soit poussé à la porte, il aurait pu faire comme Eto'o, même si tout le monde n'est pas Eto'o. Il aurait pu, tant est-il qu'il s'intéresse encore à la carrière et qu'au financement, il aurait pu rejeter cette offre-là, cette offre de l'Arabie Saoudite, et puis accepter un club en Europe, quel qu'en soit le club, qui est quand même dans l'échiquier, parce que je ne pense pas que Sadio pouvait manquer d'un club dans l'échiquier, et puis redémontrer donc à partir de ce club comme Eto'o l'a fait à l'Inter de Milan, pour se rejeter, et donc véritablement à la fin, comme Eto'o l'a fait en Asie, partir donc au Qatar, parce que quel qu'en soit le cas, il devait toujours être sollicité. C'est plus le système pour Patrick qui met Sadio Mané à la porte du Bayern, non pas les questions de finances, mais un système qui ne voulait plus de Sadio Mané. C'est ce que vous pensez, Arsène? Déjà, je vais pas rejeter l'opinion du coach Vasco. C'est quelque chose de réel, c'est un truc qu'on ne peut pas cacher. Déjà, Sadio Mané part du Bayern à cause du montant qu'on le propose du côté de l'Arabie Saoudite, c'est un montant qui est double à ce qu'il recevait au Bayern. C'est vrai, Sadio Mané a eu des problèmes dans le vestiaire du Bayern Munich avec ses coéquipiers et tout. Mais bon, moi je pense plus que Sadio Mané a plus réfléchi sur le plan financier, parce que vu l'âge, il ne faut pas se gâter une option comme ça, parce que tu vas dire tu joues au Bayern Munich, tu ne peux pas retrouver un club de seconde zone, parce que beaucoup aujourd'hui pensent que l'Arabie Saoudite c'est un championnat de seconde zone. Pourtant on a des grands joueurs, des grands noms d'Europe qui rejoignent ce championnat. Donc du coup moi je pense que Sadio Mané a plus rejoint l'Arabie Saoudite à cause du plan financier. Donc c'est un peu ça. Ok, il a plus rejoint l'Arabie Saoudite sur des questions financières. Ça c'est votre avis. Pourtant, il est encore jeune. Est-ce qu'il n'a plus la possibilité ou alors la potentialité de porter le Grand Bayern sur son dos? Justement, Sadio Mané a la possibilité de porter le Bayern, mais est-ce qu'il entre encore dans les plans du coach? C'est une question qu'il faut se poser. Parce finalement, que... ça peut rejoindre la pensée de Patrick tout à l'heure qui disait que c'est plus le système du coach qui met Sadio Mané à la porte. Justement, il ne faut pas rejeter
ces visions-là. Peut-être Sadio Mané n'entre plus dans les plans du coach avec les jeunes qui sont du côté du Bayern. Il y a beaucoup de jeunes, regardez même les recrues, il y a beaucoup de recrues. Du coup, Sadio Mané s'est dit, si je reste cette saison au Bayern, peut-être je perdrai l'occasion de devenir multimilliardaire en Afrique. Donc c'est mieux d'aller en Arabie Saoudite, rejoindre les stars comme Cristiano Ronaldo et autres. Oui, ce n'est pratiquement peut-être pas le seul Africain qui se retrouve de ce côté aujourd'hui. Ils sont plusieurs, je vois. Certes, ce n'est pas un Africain, mais N'Golo Kanté qui se retrouve également du côté de... Plusieurs Sénégalais. Mendy, Koulibaly. Mais avec vous, Freddy, un jour, je voudrais parler. Il y a même l'Algérien. Il y a Mahrez, oui, il y a l'Algérien qui est encore très jeune. Il y a le Marocain. Je voudrais parler avec vous du cas Ousmane Dembélé. Peut-être que vous aurez un mot à ajouter concernant l'affaire Mané, mais je voudrais parler avec vous d'Ousmane Dembélé qui va du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Dembélé au sein du FC Barcelone? Voilà, si vous me permettez, en 30-45 secondes, je vais revenir rapidement sur le cas Mané et peut-être attaquer cette discussion sur un autre plan. Déjà, merci à Patrick parce que je dirais qu'il a utilisé toutes les idées que j'avais à donner sur le cas Mané, pensant qu'il a été un peu lâche en allant rapidement du côté de l'Arabie Saoudite sur le plan sportif. Mais je vais prendre un pan. Tout d'abord, concernant la Coupe du Monde 2030, voilà, le coach Vasco l'a dit, l'Arabie Saoudite aujourd'hui est en train de préparer sa Coupe du Monde en essayant, voilà, d'avoir une vitrine au niveau international. Vous allez prendre le cas du Qatar en 2022 qui avant recruté des stars comme Xavi Hernandez, Samuel Eto'o. On va prendre le cas des États-Unis en 2026 qui recrutent des stars aujourd'hui comme Lionel Messi qui sont de ce côté. Donc, voyez un peu la stratégie de l'Arabie Saoudite aujourd'hui comme une vitrine. Voilà, maintenant, concernant le cas Mané, je dirais simplement qu'il a manqué un peu d'audace. Audace parce que financièrement, déjà, Mané était le plus gros salaire du Bayern Munich. Il faut le dire, il était le plus gros salaire. Et si on veut parler d'argent, c'est vrai, l'argent ne suffit pas. Oui, mais aujourd'hui, on va quand même dire que Mané a manqué d'audace pour rebondir. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un le disait, lorsqu'on va dans ces pays, dans ces championnats exotiques, on a moins de pression. Vous pouvez manger aujourd'hui, cela passe inaperçu. Maintenant, l'Arabie Saoudite aujourd'hui est en train de, pour moi, à mon avis, est en train de détruire le football européen. Et à cela, on parlait aujourd'hui de la naissance de la Super League qui devait venir réduire les performances des joueurs pour parler business. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'Arabie Saoudite est passé devant le projet de la Super League. Et pour finir rapidement, je vais vous prendre le cas de la Chine. Le cas de la Chine qui ressemble à celui de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Je parle du cas de la Chine, pourquoi? Parce qu'il y a de cela 5 ans ou 6 ans aujourd'hui, la Chine a employé les mêmes méthodes que l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Et on voit l'échec que ça a donné. Et le conseil, s'il m'avait été demandé de donner un conseil à l'Arabie Saoudite, c'est plutôt de recruter des entraîneurs qui pourront former des joueurs sur le plan local. On se souvient de Carlos Tevez qui allait en Chine et qui, lors d'une interview, avait dit que c'est un championnat faible, qui ne mérite pas de grands joueurs parce que ces équipes ont des quotas de joueurs étrangers qu'ils doivent avoir. Et lorsque vous avez quand même 3 joueurs qui viennent d'Europe avec une vingtaine de joueurs qui n'ont pas de niveau qui évolue dans ce genre de championnat, ça rend toujours ce championnat faible. 3 ou 4 joueurs ne pourront pas relever un effectif d'à peine 30 ou 35 joueurs. Maintenant, pour revenir sur le cas de Dembélé, on peut également dire que c'est un choix tout d'abord lucratif, tout d'abord financier, tout simplement parce que aujourd'hui quand même, avec la reconstruction du Barça, on n'arrive pas à comprendre pourquoi un joueur comme Dembélé pourrait choisir le projet du Paris Saint-Germain, sachant tout ce qui se passe aujourd'hui avec la saga Mbappé par exemple, où aujourd'hui Mbappé ne voudrait pas prolonger mais voudrait jouer sa dernière année de contrat pour bénéficier de la prime de fidélité, pour bénéficier également de l'indemnité de transfert du côté du Real. Dembélé au PSG, avenir sombre. Je ne sais pas si je peux dire avenir sombre parce que le Paris Saint-Germain a une politique également qu'il ne faut pas ignorer. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui aimerait dans son équipe avoir des joueurs en même temps de leur équipe et appartenant à l'équipe de France. Ce qu'il faut aujourd'hui qu'à une époque, on avait Matuidi qui était le taulier de l'équipe de France et en même temps le taulier du PSG. Après, on a eu les cas Kimpembe, mais parlant de
Ousmane Dembélé, pour moi, c'est un mauvais choix de carrière. Et je peux vous assurer, peut-être pour terminer, qu'au Barça, il avait un coach qui le soutenait, comme Xavi Hernandez, qui prenait sa défense en public. Mais je doute fort que ce soit le cas à Paris, où on connaît que le président a plus de pouvoir que l'entraîneur. Où le président a plus de pouvoir que l'entraîneur. Messieurs, nous allons prendre une courte transition avec la permission de la technique pour revenir sur le premier atelier qui parle du mondial féminin et des statistiques et même du comportement du Nigeria qui peut être en bonne ligne. Prenons cette transition. Coach Vasco, c'est pratiquement la seule équipe à n'avoir pas encaissé de défaite dans les 3 matchs de poule dans le groupe B, le plus relevé de l'Australie, du Canada et de l'Irlande. Qu'est-ce qui peut faire la force du Nigeria? Il faut savoir que le Nigeria, c'est l'ogre africain. Il faut aussi savoir que le Nigeria a une grande expérience. Il faut encore aussi savoir que le Nigeria est arrivé là-bas en disant que nous sommes les plus forts d'Afrique et on ne doit pas s'arrêter au premier tour. Donc ça a joué en leur faveur. Mais ce que je leur reproche, c'est d'avoir, ils ont mal géré les matchs. Les fins de match étaient vraiment difficiles pour elles parce que ils planifiaient très mal les matchs parce qu'ils voulaient la victoire à tout prix, mais sans savoir juguler le jeu sur le terrain. Parce que quand on mène, on doit gérer le jeu, on doit calmer, on ne doit pas se précipiter. Je crois que le coach a dû voir ça maintenant. C'est un coach qui est plein d'expérience. Il va régler cet épiphénomène. Le Nigeria est l'équipe où on peut avoir plus de confiance parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont des joueuses d'expérience aussi, comme Oshoala, et la capitaine qui a la quarantaine. Vous voyez, elle fait de la résistance parce qu'à 40 ans, on joue à haut niveau. Une fille, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Donc, bravo pour le Nigeria. Le Nigeria, Patrick, est passé de tribulation en tribulation, de conflit en conflit. Le dernier tourment pour cette équipe était l'affaire des salaires de ce côté de la fédération. Et aujourd'hui, qualifié pour les 8e de finale face à l'Angleterre le 7 août prochain, est-ce que vous pensez que le Nigeria puisse réellement le faire, cette équipe-là puisse le faire? Écoutez, elle en a l'expérience. Le coach Vasco savait bien le dire tout à l'heure que le Nigeria a forgé son autorité à la suite d'un certain nombre d'expériences qu'elle a acquises durant son parcours. Vous savez, depuis 90-91 que cette équipe a été mise en place, elle a exceptionnellement présenté sa volonté de convaincre les autorités publiques à la faire confiance, et je salue l'encadrement technique qui a toujours voulu qu'il puisse en avoir des joueurs qui ont la volonté de se distinguer et de faire parler également le football féminin. Maintenant, vous savez, quand vous parlez tout à l'heure des difficultés qu'elles ont vécues en tant qu'équipe féminin, vous devez savoir, c'est devenu un peu le propre. C'est pourquoi lorsqu'on pense que le projet de Samuel Eto'o, excusez la pirouette, ne peut être fondamentalement basé sur la récompense, vous aimez appeler des prix, les primes, et sur la récompense des efforts des joueurs ou sur leur salaire en tant que patriotes, ceux qui travaillent également pour nos critères. Lorsqu'on pense qu'il ne peut pas seulement poser tout son
son projet électoral sur ça, je dis c'est une erreur parce que lorsque psychologiquement on n'est pas arrêté et tout ce que l'on fait, c'est soit de défendre, c'est de tout défendre, mais également de défendre son gain, c'est-à-dire son intérêt, ce qui capitalise son existence, ce qui capitalise c'est l'expérience qu'il nous donne, c'est la contribution, c'est l'intérêt qu'il apporte à la société. Et vous savez, heureusement, moi je salue le Parlement nigérien qui a pris ce problème en main pour régler la question des primes de cela. Et on peut croire aujourd'hui que cette décision du Parlement peut être psychologiquement une solution à apporter qui aujourd'hui permet de construire tous les éléments techniques qu'on pourra dégager tel que le coach a fait et permet qu'aujourd'hui au Nigeria de se retrouver en quart de finale parce que ne l'oubliez pas, le Nigeria c'est pas sa première expérience en Coupe du Monde. Elle a déjà atteint les quarts de finale pour une fois en Coupe du Monde et elle est sacrée 11 fois championne d'Afrique si je ne me trompe pas. Vous comprenez qu'en fait elle a du bagage et il est normal que quand elle arrive, qu'elle démantèle tout ce dont on peut croire qu'ils sont suffisamment aguerris. Maintenant, je pense que le Parlement, puisque j'en ai pris une information, le Parlement qui s'est attelé à les produire au cas où elles brilleraient par des victoires, ce dont elles ont exactement demandé. Je crois que finalement, elles pourront aller et partir loin et nous sommes ravis des résultats. Avec nous avons l'impression que ces équipes attendent toujours d'être un peu sous pression, elles attendent un peu d'être toujours menées. C'est par exemple le cas du même Nigeria dont on parle, qui a été mené par 1-0 au score avant de remonter la pente. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel comportement pour une équipe aussi capée sur le plan national, international, sur le plan africain comme c'est le Nigeria? Bon, vous savez, le coach Vasco pourra nous apporter peut-être l'élément technique plus avéré, mais si je m'avance en profane, c'est-à-dire en observateur, l'expérience du football a toujours démontré qu'en fait, peut-être qu'on arrive à développer son football lorsqu'on est sous la pression. Bizarrement, je ne sais pas si c'est en Afrique, bizarrement, c'est chaque fois qu'on est sous la pression qu'on arrive à prouver son orgueil. Maintenant, le caractère technique qui s'impose dans ça peut venir des ajouts que le coach peut faire après des conseils, peut venir de l'orgueil qu'on peut susciter en soi après qu'on s'en rend compte qu'on est en train de perdre. C'est quand quelqu'un est en danger qu'il capitalise toute sa force et parfois qu'il se dénoue du fait. Bon, c'est peut-être philosophique ce que je vais dire, mais il faut dire que malheureusement nous vivons ça dans le football. C'est beaucoup plus quand on est en danger que l'intensité commence. Alors, est-ce qu'elles sont réellement ces filles, les Super Falcons, qui aujourd'hui ont premier à la première sortie, elles ont fait un match nul, à la deuxième sortie, elles ont carrément remporté leur deuxième rencontre et se retrouvent avec 5 points. 5 points sur 9 et occupant la deuxième place dans leur poule. Est-ce que vous pensez qu'elles sont en bonne ligne pour la suite du championnat mondial? Déjà, les Super Falcons du Nigeria, ce n'est pas une équipe qui surprend le continent aujourd'hui. C'est une équipe qui nous a habitués à beaucoup de victoires au mondial. C'est vrai, traverser le premier tour est toujours facile pour les nations africaines, mais à partir des huitièmes de finale, ça devient un peu compliqué. Parce que les nations européennes ou asiatiques jouent sur notre concentration. Parce qu'on a remarqué, c'est vrai, je n'ai pas vu en totalité les matchs du Nigeria, mais avec quelques aperçus que j'ai eu à voir dans les réseaux sociaux, j'ai constaté que l'équipe nigériane a un manque de concentration déjà sur le plan défensif. Il y a un manque de concentration. Je ne sais pas si l'encadrement technique peut nous écouter ou nous écoute actuellement, mais l'encadrement technique devra revoir cette concentration. Déjà, on a des filles qui ne sont pas concentrées, que ce soit sur le plan offensif, que ce soit sur le plan défensif. Donc je pense que le Nigeria a toutes ses chances, a toutes ses cartes. On ne vend pas la peau du lion avant de l'avoir tué. Du coup, le Nigeria a toutes ses chances, toute la capacité de pouvoir traverser les huitièmes de finale, mais ça sera tellement difficile. Parce que déjà, je pense qu'elle joue l'Angleterre. L'Angleterre, grosse nation européenne de football, que ce soit
masculine que ce soit féminine. Donc ça sera très difficile au coach de voir les pièces qui vont l'aider à pouvoir vaincre cette équipe des Three Lions, je pense bien. Que peut dire le coach? Parce que vous êtes informateur. Justement, le Niger doit régler le problème en défense parce que à certains moments la défense est dans la rue et ça ne pardonne pas en Coupe du Monde. N'eût été les prouesses de la gardienne, vraiment, le Niger ne s'en sortait pas dans ce match. Le Niger serait éliminé. Donc la gardienne a beaucoup défendu pour que les autres ne reviennent pas au score encore pour une nouvelle fois. Donc le coach doit régler le problème en défense, surtout sur les côtés. Si les couloirs sont un peu souvent perméables, donc c'est là où l'adversaire faisait mal. Nous on avait même peur, on avait eu trop peur pour que le Niger s'en sorte. Parce que même jusqu'à la dernière minute, le Niger était dans la peine. Elles ont carrément replié parce que physiquement, elles ne pouvaient plus soutenir le match. Oh, l'Angleterre, ça court dans tous les sens. Ça, il faut résister. Il faut avoir une résilience dans l'effort pour contrer les Anglais. Et il faut marquer en premier lieu parce que s'il faut attendre que les Anglais marquent avant de le faire, ça ne va pas toujours marcher. Voilà. Il faut dire, est-ce que les Nigérians peuvent réellement être considérés comme en bonne ligne quand on sait un peu l'intensité du football, quand on connaît un peu l'intensité du football anglais aujourd'hui, par là on défend? Ça me fait tout d'abord mal, très mal de parler aujourd'hui de Coupe du Monde féminine sans parler du Cameroun, parce qu'on a l'impression quand même que c'est l'une des Coupes du Monde les plus animées. Quand vous savez quand même que la Jamaïque a pu éliminer le Brésil, le grand Brésil de Mata et autres, ça fait quand même mal. Mais bon, c'est l'Afrique qui gagne lorsqu'on parle du Nigeria aujourd'hui, de l'Afrique du Sud ou encore du Maroc. Parlant principalement du Nigeria, je pense que tout a été dit. Maintenant, il y a un élément, et c'est l'élément aujourd'hui qui fait en sorte que l'on puisse croire au Nigeria, c'est la capacité individuelle d'une joueuse. C'est peut-être ce que moi je vais souligner aujourd'hui, parce que vous voyez, toutes ces nations sont des nations qui ont des très grandes joueurs. Si on parle de l'Angleterre, on va parler de Lauren James qui a commencé au banc de touche lors du premier match. Moi, je se trouve avec 3 buts et 2 passes décisives. Voilà, elle joue du côté de l'Angleterre et elle a la capacité aujourd'hui de décider des rencontres à elle seule. De l'autre côté, on a peut-être la meilleure joueuse africaine de tous les temps, Azistat Oshoala, qui est sans doute actuellement la meilleure joueuse africaine et qui, déjà, c'est elle qui a sorti le Nigeria de ce pétrin qualificatif. On se souvient de ce but où elle a marqué dans les derniers instants de la deuxième rencontre. Et lorsqu'on voit quand même les statistiques aujourd'hui en 28 matchs, elle évolue du côté du FC Barcelone. Elle est titulaire, elle fait partie des géants d'Europe. Elle a donc 21 buts et 3 passes décisives. C'est peut-être l'élément aujourd'hui qui pourrait faire croire que le Nigeria a une chance d'aller concurrencer l'Angleterre, bien qu'on sait que sur le plan collectif, c'est une équipe très disciplinée, voilà, qui fournit énormément d'efforts. Peut-être qui manque de concentration sur le plan international, parce qu'on sait quand même que sur le plan africain, le Nigeria c'est presque injouable, presque imbattable, voilà, presque, parce qu'elles ne sont pas, voilà, elles ne gagnent pas chaque année comme on peut le penser, voilà. Mais je réitère encore le fait que c'est en ce moment qu'on doit voir la meilleure version d'Azistat Oshoala, parce que on le disait souvent, on peut se souvenir, Alexandre l'a même dit une fois, que c'est dans les grandes rencontres qu'on voit ses meilleurs joueurs ou ses meilleures joueuses. On va parler aujourd'hui de Samuel Eto'o qui a sorti le Cameroun dans plusieurs situations. On va parler de Chouta Diarra qui, lors de la dernière Coupe d'Afrique, a sorti le Cameroun des situations incroyables. Voilà, on pensait qu'on ne pouvait plus rien jouer. Et aujourd'hui, Azistat Oshoala a toute l'Afrique derrière elle. Voilà, quand on parle de Oshoala, on parle également du Nigeria. Mais elle seule peut décider du sort d'un match. Et on espère qu'elle pourra montrer la suprématie
qu'elle a sur le football africain. Patrick, est-ce que ce n'est pas un peu ça le mal des équipes africaines aujourd'hui, de compter, n'est-ce pas, sur la performance d'une seule personne, ou alors de compter sur une seule force qui porte toute une équipe? Non, pas du tout. Je pense que même dans le football européen, il y en a des individualités qui sont ciblées. Vous voyez, on parlait de la fameuse d'Angleterre. Lauren James, oui. Lauren James. Non, le souci avec les équipes africaines, c'est pas même que l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on minimise toujours celui donc qui peut porter l'équipe parce qu'on estime qu'il ne faut pas faire le culte de la personnalité. Et peut-être parce qu'on dit toujours qu'on veut régresser un certain nombre de comportements au sein de la tanière. Peut-être parce que aussi les leaders ne savent pas souvent recréer l'osmose au sein de l'équipe, c'est-à-dire on leur fait confiance de manière ultime, de manière optimale, mais en attendant qu'ils redonnent cette confiance aux autres, mais plutôt ils se gargarisent de devenir ceux qui des décideurs de l'équipe. Peut-être c'est ce qui fait que l'Afrique a du mal à compenser les potentiels individuels. Mais je dis que dans une équipe, ça devrait exister. C'est même stratégique. Le coach Vasco en dira peut-être plus, mais vous savez, lorsque vous en avez quelqu'un qui brille de mille feux, c'est-à-dire qu'il y a du potentiel et des aptitudes à pouvoir, à toutes circonstances, vous sortir du groupe, vous avez deux chances de pouvoir suffire à la victoire. La première chance, c'est qu'on peut passer par elle. C'est-à-dire qu'au moment où on l'oublie, elle développe ses capacités et finalement vous sort. Ou on peut se concentrer, l'adversaire peut se concentrer suffisamment sur elle et on crée maintenant une autre voie qui permet à ce que celle-là finisse par sortir l'équipe de l'ordinaire. Donc en réalité, il faut mais je voudrais rejoindre effectivement les copanélistes et les frères qui disaient oui, on a deux petits soucis à mon observation lorsqu'on se retrouve à la scène internationale. Nous avons d'abord la question de concentration qui peut peut-être venir justement des tribulations, telles que vous le disiez, de nos administrateurs, de nos dirigeants, de nos autorités, qui semblent souvent ne pas être assez préparés pour la circonstance. Et lorsque les joueurs partent, ils partent en perte de confiance, en perte de vitesse. Et finalement, se retrouvent seulement à jouer, comme on le dit trivialement au quartier, le hors-high. C'est-à-dire essayer de faire le tout pour essayer de reconstruire la presse. Mais maintenant, il y en a aussi ce problème dont on néglige. Mais j'ai été une ou deux fois à l'occasion dans des tanières. Il y a ce problème de complexité. Je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on se retrouve à la scène internationale, les équipes africaines sont complexées. Elles ont un problème d'encadrement technique, elles ont un problème de manque de logistique, elles ont un problème, mais on semble complexé et c'est ça qui fait souvent que c'est au dénouement vers la fin qu'on finit par s'adapter aux circonstances dont on vit. On a l'impression que quand on joue contre l'Angleterre, on a déjà des préjugés pour dire il s'agit de la grande Angleterre et que vraiment on va simplement accomplir, je ne sais pas, le rôle du jeu. Mais c'est qu'à la fin qu'on a joué contre l'Angleterre, on est déjà à la fin qu'on se rend compte qu'en fait c'était des joueurs ordinaires comme tout le monde et lesquels on peut même supplanter, dépasser. Alors c'est pourquoi on souhaite toujours que nos équipes pas concentrées et mais également égal, à part égal mentalement que ils peuvent débloquer la situation à tout moment à l'international parce qu'ils n'en demeurent pas moins. Je termine par là pour dire il faut également que nous travaillons de plus en plus sur la vitesse dans le football. Vous savez, nous avons un problème, nous Africains, nous comptons beaucoup sur nos potentiels physiques. Et à un moment donné, il y a un sérieux problème pour nous. Parce que vous allez voir que chaque fois que nous comptons sur la résistance et ils comptent sur la vitesse. Et vous allez voir que l'ensemble des buts qu'on encaisse souvent, ce sont des buts parce qu'on n'en a pas pu enchaîner ou maîtriser. Le coach, j'aime bien entendre les coachs le dire, les passes à 10. Hein, les plus souvent, on n'arrive pas à contrôler techniquement. Donc, il faut que de plus en plus, nous misons sur la vitesse quand on va à l'international et on va voir qu'on va réussir à contenir ces équipes. On va réussir à contenir ces équipes, messieurs. Je vais vous permettre pour sortir de cette thématique. Des pronostics sur ce plateau. Nigeria-Angleterre, c'est lundi, le 7 août prochain. Des pronostics. Je commence par vous, Arsène. Déjà, pour pronostiquer sur ce match, je vais aller sur l'aspect sentimental parce que c'est une équipe africaine. Oui. Du coup, je vais prendre le côté du Nigeria. Donc, je dirais que le Nigeria va gagner ce match par 1-0.
Le Nigeria va gagner ce match par 1-0. Freddy, vous du pronostic? Peut-être une question que je vais vous retourner. Est-ce qu'on doit le prendre sur le côté sentimental ou alors il faut vraiment être analyste? Parce que si on essaie d'être analyste aujourd'hui, l'Angleterre est favori de cette Coupe du Monde. L'Angleterre est favori de cette Coupe du Monde. Moi, je vous dirais que le Nigeria a plus de chances de perdre que de gagner cette rencontre. Mais j'irai également sur l'africanisme et le panafricanisme même que nous avons ici. Je dirais que ce match va se terminer au tir au but, victoire du Nigeria. Ce match va se terminer au tir au but, victoire du Nigeria. Côte Vasco, votre pronostic? Le Nigeria vient d'Afrique. Mais est-ce que c'est suffisant? Voilà. Non, mon problème. Encore, je suis coach. Je suis obligé d'être recto. Donc, ça va être très dur pour le Nigeria. Parce que, je m'explique, il y a des failles dans la défense du Nigeria. L'Angleterre, moi je connais l'équipe anglaise, elles vont très très vite et c'est des gens qui jouent pratiquement à la verticale. Ils ne font pas le jeu horizontal, non, c'est vertical. Donc, le Nigeria doit se préparer parce que il y a encore un autre aspect, c'est que le Nigeria semble souvent vouloir rester derrière pour préserver les acquis. Et vraiment, l'Angleterre passe. L'Angleterre va passer pour le coach Vasco, Patrick? Non, il n'y a pas de demi-mesure chez moi. Quelle qu'en soit l'issue de la victoire, elle est nigérienne. Je partage le pronostic parce que le match sera difficile et justement parce qu'on est réaliste et on pense que le match sera très difficile. On ne peut que compter sur une victoire de 1-0 pour le Nigeria. 1-0 pour le Nigeria. C'est par là que nous sortons de ce premier atelier. Monsieur, nous allons prendre le deuxième atelier qui est celui du comportement des Lions U20 du côté de Kinshasa pour les 9e Jeux de la francophonie. Alors, ils ont pratiquement raté la première sortie face au Liban en faisant G égale un but partout. Et ils ont essayé de se rattraper, n'est-ce pas, face au Niger en battant sur la plus petite démarche un but contre 0. Est-ce que vous pensez, monsieur, je vous pose la question sur ce plateau, que l'avenir est certain pour le dernier carré, pour ces jeunes? Je commence par vous, d'abord, l'avenir est-il certain? D'abord, je vais vous dire, moi je suis coach. Je n'ai pas vu l'équipe là se préparer. J'ai comme l'impression qu'on a pris les gars comme ça et on a amené. Vraiment en haute compétition. Il est bien vrai que la compétition n'est pas tellement relevée, mais attention, le Liban, c'est pas l'Afrique. Le Liban, c'est pas l'Afrique parce que quand ils ont entendu le Liban, ils ont cru que le Liban, c'est comme l'Europe. Hein. C'est l'Europe. Si vous arrivez à Beyrouth, vous allez voir que vous n'avez pas. C'est comme si vous êtes aussi à New York ou bien à machin. Donc, le Liban a les mêmes programmes de travail que tous les pays européens. Là. Donc, le Cameroun, tel qu'il se comporte là, je ne suis pas très sûr que ils vont remporter à la fin. C'est-à-dire qu'on essaie de nous s'enlever. Ça dépend aussi avec qui on va. Vous êtes coach. Je vous relance, vous êtes coach. Combien de temps peut-il falloir pour une équipe de cette catégorie pour mieux se préparer pour une telle compétition? C'est 4 semaines. 4 semaines. Vous faites pratiquement 2 semaines pour l'ajustement physique et athlétique et 2 semaines pour la technique, la tactique et vous évaluez sur 2 matchs amicaux, au moins. Mais je crois que c'est comme ça que on prépare la compétition internationale. Donc je ne suis pas sûr qu'on a rempli le contrat là, donc il y aura un moment. Ça va nous rattraper quelque part là. Ça va nous rattraper quelque part, c'est ce que vous dites, coach Vasco. Patrick, l'avenir est-il certain face aux autres grandes nations de football dans ces jeux de la francophonie pour les U20? Non, pas du tout.
Pour deux raisons. C'est le football, il est aléatoire. On peut être mal préparé. Malheureusement, ça toujours un peu. C'est le cas découvert du Cameroun. Et finit par brandir une Coupe d'Afrique comme en 2017. Et puis, on peut être très bien préparé et ne pas s'en sortir, mais pour ne pas encourager la médiocrité, parce qu'il faut toujours être bien préparé et faire un score. Ce qui est sûr, on découle toujours un score meilleur, ou du moins soutenable. Mais maintenant, il faut vraiment le dire, c'est vrai. Je pense que l'équipe des U20 qui sont là-bas, c'est une équipe composée, c'est-à-dire une partie de l'équipe nationale du Cameroun qui est composée, qui est statutaire, qui existe depuis et dont en réalité qui savait qu'elle devrait participer à ce jeu. Peut-être sur le regard pointilleux du coach, il est clair qu'il s'en soucie du fait qu'on n'a pas vu, comme on en a l'habitude avec les autres, se préparer activement. Mais je pense aussi que peut-être au vu des dynamiques de l'événement, elle a reçu le nécessaire pour pouvoir entrer en compétition. Maintenant, ces prestations relatives aujourd'hui nous permettent de rester vigilants et d'espérer que sur la base du football, sur la base des projets qu'implémente le président de la fédération, sur la base des espoirs en tant que Camerounais, qu'il puisse passer ce tour et nous permettre de brandir des victoires comme certains Camerounais nous ont déjà donné dans le secteur de l'athlétisme, du poids et autres. Donc disons que l'avenir, c'est, comme je l'ai dit, en première sur la question de la relativité du football, certain. Il peut aussi arriver que sur les questions de préparation, qu'on doute, mais qu'il se concentre sur les gains. Les gains peuvent les apporter une motivation parce que le président de la fédération et toutes les organisations s'attellent actuellement qu'ils soient bien encadrés, bien entourés. Et si c'est ce qu'on demande pour la victoire, alors qu'ils nous apportent une victoire. Les U20 ont commencé par mener 1-0 et se font rattraper. Est-ce que c'est la motivation financière qui est le problème? Est-ce que ce n'est pas un problème d'un autre ordre, par exemple, qui peut expliquer cette défaillance au niveau de la concentration des joueurs? Non, je ne pense pas. Vous savez, le Cameroun ne se cache pas. Si on avait une défaillance sur l'encadrement financier, je crois que les informations seraient en train de courir partout. Et je pense que non, le coach nous donne un indicateur qui peut être fiable. Honnêtement, nous n'en avons pas vu cette équipe se préparer comme on en a vu avec les autres. Oui, donc on peut croire qu'à partir de là, ça peut être un problème psychologique. Parce que je dis, ceux qu'on a pris sont des joueurs. Et ils ont joué. Je pense que le championnat se joue au Cameroun tout ce temps. Ils ont été quand même en compétition. Mais maintenant, le problème peut justement être, comme on dit, pas assez de préparation. Et puis finalement, on compte encore sur notre physique et pour rattraper les défaillances techniques qui sont la vitesse. Mais bon, je vois ils essaient de tenir. J'ai quand même eu l'occasion de regarder le match en différé. Je vois qu'ils essaient de développer quelque chose. Ils ont la haine. Le fighting spirit de Rigobert est là. Il est là peut-être rappelé, il est parlé. Et on va espérer que la suite soit des victoires. En tête avec 4 points dans le groupe C, une équipe qui mène au score et qui se fait rattraper. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle prestation des Lions, notables U20 au cours de cette compétition? Déjà, M. Barnabé, avant de répondre à votre question, je vais un peu édifier le coach Vasco. Je pense que le problème de l'équipe nationale U20, c'est au niveau de team press. C'est le team press qui ne fait pas son travail. Je pense que cette équipe a eu largement du temps de se préparer. Je le dis sous le couvert de M. Freddy parce que cette équipe est en Bancomo, est entrée en stage en Bancomo, a fait
presque un mois avant de prendre son voyage pour les Jeux de la francophonie. Donc cette équipe a eu largement du temps de se préparer. Mais qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui de voir de telles prestations? Justement, ce qui fait problème, c'est déjà sur le plan des automatismes. On a ce problème-là, on a des joueurs qu'on n'essaye pas de faire jouer ensemble. Ce sont des joueurs que un joueur on utilise et un autre joueur on n'utilise pas. Le groupe doit être compact. On doit utiliser les mêmes joueurs chaque jour. Parce que cette équipe-là, U20-là, il y a des joueurs, déjà on ne sait pas qui on appelle, on ne sait pas quand on appelle. Du coup, on se retrouve avec des joueurs qui viennent de temps à autre, qui font la sélection, qui sortent et tout. C'est ça qui cause ce problème-là. Il faudrait que le coach ait un nombre de joueurs précis et utilise ce nombre de joueurs précis pour des matchs amicaux précis, pour aider ce groupe à bien se préparer sur le plan technique, physique et tactique. Donc c'est un peu ça le problème du groupe. Mais on parle d'une certaine catégorie, on parle là des U20. Après un an, vous vous retrouvez pratiquement à 21 ans, donc du coup, vous ne pouvez plus jouer avec la catégorie des U20. Mais est-ce que, d'après ce que vous dites, je le dis d'après ce que vous dites, est-ce que c'est réellement ça le problème? Est-ce qu'on va pouvoir contenir cet effectif quand on sait qu'après un an, vous ajoutez également un an et vous ne pouvez plus jouer dans la catégorie inférieure? Et justement, c'est ça le problème, parce que si on parle de l'équipe Fagnon, en équipe Fagnon, on ne regarde pas les âges. Dans les Lions U20, on va regarder les âges. Ce qui veut dire, après un an, automatiquement, on va changer les joueurs. Là maintenant, le problème, c'est de prendre le temps de travailler avec ces enfants, déjà des catégories inférieures. Vous pourrez prendre des joueurs dans les U17, ils auront le temps d'évoluer dans les U20, mais on a ce problème-là qui se pose que on n'appelle pas les joueurs de U17 pour mettre en U20. On appelle déjà les joueurs qui ont déjà cette grande date, 19 ans, 20 ans, et c'est pas bon. Il faudrait travailler avec les enfants qui ont joué par exemple la CAN U17 pour avoir ce groupe-là, ce groupe compact-là qui va permettre de... Les joueurs vont s'entendre, et il y aura cet automatisme-là, il y aura ce beau jeu qu'ils vont procurer. Mais si vous prenez tout le temps des joueurs qui ont 19 ans, 18 ans, et vous formez un groupe, un an après, vous allez être obligé de changer. C'est ça le problème. Donc l'encadrement technique doit travailler sur ce problème-là. Bon. Je peux édifier. Oui, c'est un problème de planification. Parce que la direction technique, c'est pour ça que la direction technique doit être forte. C'est la direction technique qui fait la planification. Or, notre direction technique, je ne sais même pas s'ils ont des programmes de planification. C'est encore à savoir. C'est vraiment bon à savoir. Bon, maintenant, lorsque vous avez une bonne planification, les U15 sont primordiaux. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on bâtit les U20, U15. Et il faut donc respecter le calendrier, la catégorisation même. Il faut respecter la spécificité sur les catégories. Le facteur anthropométrique doit être fonctionnel parce que faut pas prendre, si vous prenez des joueurs qui sont de petite taille parce qu'ils sont moins âgés, vous avez raté. Il faut regarder le facteur anthropométrique, c'est-à-dire la stature. Vous vous dites que d'ici 4-5 ans, s'il doit rentrer dans les Lions, il doit avoir 1m90, il va jouer en défense, ou bien il va jouer en attaque, ou bien il va jouer au goal. C'est comme ça qu'on travaille. C'est un laboratoire. On doit travailler au laboratoire. On doit travailler comme ça. Si un pays sérieux, comment on doit travailler. Et ce sont les experts. C'est pas n'importe qui vient faire ce choix. Je peux regarder un enfant comme ça, je dis d'ici 4 ans, il peut avoir cette taille. Donc, il faut le profiler par exemple comme gardien de but. Oui, on peut orienter à partir des U15. On fait l'orientation là, on dit, mais Buffon, que vous parliez tout à l'heure, Buffon jouait attaquant. C'est quand il a vu Thomas Nkono jouer qu'il a dit à son père, non, moi je joue l'attaquant. Achète-moi le matériel de gardien, je deviens gardien. Et c'est comme ça. L'autre qui joue en attaque en France, l'attaque, Giroud était gardien de but. Giroud était gardien de but au centre de formation. Mais on a vu qu'il avait les capacités, on a dit que non, on va jouer
va jouer en attaque. C'est comme ça. Donc, il y a les conseillers d'orientation. Je me demande si, même dans notre direction technique, il y a des conseillers d'orientation. Est-ce qu'il y a des psychanalystes? Est-ce qu'il y a des sociologues? Est-ce qu'il y a des informaticiens analystes? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà une direction technique. Et la direction technique, c'est le laboratoire du football. C'est là où travaillent les cerveaux. Les cerveaux du football. Donc, si on avait fait des catégories comme ça, regarde, les gens arrivent au U20 à 19 ans, c'est pas normal. Ils doivent rentrer là-bas en U17, U18, U19, après U20. Donc c'est pratiquement un problème de formation. Je rappelle ici que vous avez également travaillé dans la formation des jeunes, du football jeune du côté de la Guinée équatoriale. Bien sûr. Donc c'est également ce problème de formation que nous avons. Mais justement, je suis allé à la fédération, je leur ai dit que voilà comment, moi je pense qu'au Cameroun, parce que moi j'étais en France, voilà comment on travaillait. Ils ont subi. Les filles ne jouent pas en Guinée équatoriale, c'est moi qui leur ai dit qu'il faut faire jouer les filles. Mais allez d'abord chercher même quelques Camerounaises et tout. Ils ont gagné la CAN avec les Camerounaises et les Gabonaises qu'ils ont donné la nationalité. C'est moi qui leur ai donné les idées comme ça. Aujourd'hui, la Guinée a déjà gagné la Coupe d'Afrique. Le Cameroun n'a pas encore gagné, mais pourtant je suis au Cameroun. Il ne m'appelle jamais pour me demander même que vous. On a créé le football féminin avec Atanalu de Gonzague. J'enseignais à Jean Tabi et commutativement à Bénia. Et à Bénia, il n'y avait que les filles. De la 6e en terminale, il n'y avait que les filles. C'est comme ça que je monte Atanalu de Gonzague. Il me dit monte une équipe de filles là-bas. J'ai transformé Mfoué Régine qui était gardien de bureau handball pour venir jouer de c'est elle-même la première capitaine de l'équipe nationale de football. On allait à Libreville, on a gagné le Gabon 1-0. C'est comme ça que l'ambassadeur écrit donc au ministre des Sports qu'il faut considérer cette sélection. C'est comme ça qu'on met donc le football féminin dans la charte des sports. Le football féminin n'existait pas dans la charte des sports du Cameroun. Et voilà comment c'est parti. Mais depuis, personne n'est jamais venu me demander que vous avez bâti le football féminin. Certainement, il vient de vous rencontrer, Coach Vasco. Freddy, quel avenir pour cette équipe? L'avenir est-il certain? L'avenir est-il incertain? Est-ce un avenir sombre? Avons-nous réellement un brin ou alors une lueur d'espoir pour ces jeunes? En tant que Camerounais, on doit avoir une lueur d'espoir, on doit avoir foi en cette équipe. Vous ne pourrez jamais regarder un match des Lions indomptables, peu importe la catégorie, et espérer qu'ils perdent, à part si vraiment l'esprit patriote n'existe plus en vous. Mais je vais tout d'abord dire que ces joueurs ont eu une préparation, peut-être pas tel que le coach Vasco l'a présenté, parce que il y a eu des joueurs qui sont entrés en stage, qui en sont ressortis, et d'autres qui sont encore entrés et qui en sont ressortis. Peut-être c'est là où vient le problème. Je peux vous dire que ces U20 ont joué contre Apogès Domfou du côté d'un Bancomo, victoire 4 buts contre 2 pour les Lions U20. Ils ont eu un match avant de partir contre Yili FC du côté annexe 1, où ils ont également remporté, pour dire tout simplement qu'il y a une préparation. Mais la question c'est, est-ce que la préparation a été bien faite? Je pense quand même que lorsqu'on parle de sélection nationale, il s'agit de sélectionner les meilleurs. C'est-à-dire si on prend 23, si je présume 23 joueurs, c'est les 23 meilleurs joueurs de moins de 20 ans au niveau national. Je ne sais pas si cela a été fait, mais si on entre purement sur les deux matchs que nous avons vus, parce que j'ai eu la chance et le privilège de voir les deux rencontres des Lions, la première rencontre face au Liban, je peux vous assurer que c'est difficile pour nous. Et encore plus difficile lors de la deuxième rencontre face au Niger. Déjà parce qu'on marque un but sur un coup de pied arrêté. Difficilement on a eu des actions claires de but. Mais également après le carton rouge, parce qu'on a quasiment joué 20 minutes à 10,
voilà, et il y a eu un problème dans le jeu, c'était devenu encore plus difficile, et nul était le sauvetage de Moutapon vers les arrêts de jeu, ce sauvetage de la tête, sinon on aurait fait match nul. Mais je vais m'interroger parallèlement au match Niger face au Liban, peut-être pour vous dire que le Niger, quant à lui, a donné 5 buts à 0 au Liban, pour vous signifier que lorsqu'on regarde quand même les performances, Patrick le disait ici, on a l'impression que nous comptons énormément sur le physique. Parce que on a encore vu le match, pour ceux qui ont vu le match face au Niger, c'était un match tellement haché de la part des Lions, qui peut faire croire aujourd'hui qu'on n'est pas vraiment où nous pourrons espérer être. Pour répondre également à votre question, on va faire le parallèle avec les U17 qui sont sortis au premier tour. On voit que c'est une génération aujourd'hui que même si elle monte, aura énormément de problèmes parce qu'elle n'arrive pas ou n'a pas su s'imposer en U17. Si on prend les U17 qui ont gagné la Coupe d'Afrique et on regarde aujourd'hui, c'est une génération qui n'arrive pas à s'imposer sur le plan des U20, U23, parce qu'aujourd'hui, on a la qualification avec les U23. Combien de U17, combien de ceux qui étaient en Coupe d'Afrique U17, je crois en 2018, et en 2019, sont revenus aujourd'hui avec les U23? Alors, Freddy, vous souleviez tout à l'heure avec Patrick la question de la technique. Et la question de la technique, c'est la faute à qui? Aux joueurs ou alors à l'encadrement technique? Bon, puisqu'on parle de formation, c'est tout d'abord aux formateurs, aux entraîneurs, parce qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression, j'ai eu un coach, voilà, personnellement aujourd'hui, le coach qui nous disait souvent, en Europe, on peut vous faire une préparation physique avec ballon. Ce qui est difficile ici au Cameroun, parce que on a l'habitude de faire courir des joueurs sur des collines, sur des montagnes, et il nous disait toujours que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le footballeur européen ou une équipe européenne pourra vous gagner en jouant 10 passes, pendant que vous allez espérer que en allant au contact avec lui, vous pourrez gagner le match. Il expliquait généralement qu'un footballeur, voilà, peut finir un match sans qu'on ne fasse faute sur lui, parce qu'il jouera en 2-3 touches de balle, et c'est ça qui fait avancer le jeu. Et le fait le plus marquant, c'est qu'il m'avait dit un jour, parce que nous étions allés voir un match de première division, il avait toujours son chrono en main, et il disait, si ces joueurs de première division arrivent à jouer 10 passes, on sort du stade. Il peut vous dire qu'au bout de 3-4 passes, le ballon était mis devant, et c'est comme ça que les footballeurs allaient encore se bagarrer pour récupérer le ballon. Pour répondre à votre question, je dirais simplement que la faute est tout d'abord aux encadreurs aujourd'hui qui mettent un accent sur le physique, mais également aux joueurs, parce qu'aujourd'hui on a l'impression quand même que les joueurs se plaisent à être plus je vais dire quoi, plus physique que technique. Même lorsque vous allez dans des stades aujourd'hui, des joueurs sont plus en forme. Lorsqu'on dit aujourd'hui on va faire travailler au cardio, on va faire 30 minutes sans ballon, là ils ont plus d'énergie. Mais lorsqu'on dit ok, je dis 15 passes, c'est difficile, et ils ne sont plus motivés. Donc je pense quand même que en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, chacun doit prendre les décisions aujourd'hui de dire pourquoi pas copier le modèle européen, puisque c'est le modèle qui marche. Avant, le Cameroun a gagné l'Argentine en 90 parce qu'ils ont mis un accent sur le physique, mais c'était en 90, ça ne s'applique plus. Aujourd'hui, peut-être pour sortir, je vais rejoindre Patrick. En 2017, le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique avec une équipe qui n'est pas préparée. C'est un coup de chance. En 2019, on a une équipe qui est préparée avec le coach Karan Sidorf, qui produit l'un des meilleurs footballs que le Cameroun ait pu jouer, mais on sort en 8e de finale. Pourquoi pas aller dans la continuité de cette équipe? Bon, tout a été changé, mais je pense quand même qu'on peut être préparé et ne pas avoir les résultats que l'on veut immédiatement, mais après ça peut donner exemple aujourd'hui, l'Espagne en 2010, l'Allemagne en 2014 et la France en 2018 lors des Coupes du Monde. Patrick, vous écrivez sur le football, vous êtes également analyste sportif. Alors, quelles sont les propositions que vous faites allant dans ce sens? Nous avons beaucoup plus, comme vous-même vous le dites, un football qui est plus physique que tactique et technique. Oui, je prendrai à cœur cette question dans les 5 secondes pour rejoindre mon frère en
en disant qu'il est clair sur quoi je parlais d'incertitude dans la réponse, pas que mon caractère patriotique demeure la victoire de nos frères. On l'a dit tout à l'heure, l'obligation passionnée et patriotique nous oblige à scander la victoire de tous nos frères qui sont soit à l'échiquier national, soit à l'échiquier international. Mais lorsqu'on parle d'incertitude, c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être aléatiques et qui entrent. Et tout ça là qu'on a cité tout à l'heure peuvent jouer. On peut être très préparé, mais ne pas atteindre l'objectif. Oui, et tant qu'on peut être moins préparé, mais comme on dit toujours, vous me partez avec les armes à la main et mourir par une mauvaise balle. Voilà. Mais maintenant, je voudrais également dire au code Vasco que non, il y a une direction technique. Je peux comprendre que 1000 expériences qu'il a eues, il sera du génie de l'associer peut-être pour continuer dans la réflexion, mais il y a une direction technique et qui est très bien constituée. Vous allez voir que justement dans le cadre de la sélection et des observations, au sein de la direction, ça veut dire dans sa technostructure, vous avez une unité d'observation, d'évaluation et des relations avec les sélections et avec les joueurs. Ça veut dire qu'en fait, on a mis même un module qui permet justement d'observer et de toucher cette grande génération. Mais peut-être il y en a également une autre unité spéciale. Et on va vous faire comprendre que les missions de la direction technique sont justement ce qu'ils expliquaient. Mais le problème n'est donc plus dans la structure. Le problème est peut-être dans l'intelligence de ceux qui sont à charge de la gérer. Oui, et c'est pourquoi je rejoins mes frères lorsqu'ils disent que il n'est pas arrivé que le sélectionneur ne prenne pas en compte certains critères. Le critère de sélection qui voudrait peut-être que pour promouvoir tout, peut-être on s'est dit, ok, on forme les jeunes au U15 pour qu'ils puissent grandir au U19 ou au U20. Et on peut se dire donc que lorsque ces jeunes ont grandi, puisqu'ils étaient déjà préparés, ils ont déjà affronté les pressions internationales ou nationales, ils ont déjà un certain nombre de consécrations, parce que c'est ça, la consécration vient aussi de l'expérience. Et du moment qu'ils sont déjà préparés, on les fait grandir. On peut maintenant faire grandir 6 et homogénéer ou créer des hybrides avec peut-être d'autres qui viennent en compartiment à l'extérieur, parce qu'ils peuvent aussi apprendre quelque chose. Parce qu'on a dit aussi qu'on peut compter sur des individualités. Donc à partir de là, on se dit, on a une équipe déjà technique de 6 qui sont arrêtés, qui se comprennent dans le jeu parce qu'ils ont évolué dès le bas âge. Et on complète maintenant avec ceux qui ont aussi certaines maturités parce qu'ils ont évolué ailleurs. Et ça fait une bonne préparation. Donc le problème peut donc être soit la sélection, soit maintenant les actions de la direction technique. Pour vous relancer, quels sont les critères, quels peuvent être les critères de sélection au niveau de cette catégorie? Ils l'ont dit, et je le disais de manière tacite ou subtile tout à l'heure. Le premier critère pour conditionner ceux qui jouent ensemble, ça veut dire, on connaît une génération qui est quittée de U15, c'est pas au U19, excusez-moi, de U15, c'est pas au U19. On s'est dit, on va rattraper cette génération-là. On sélectionne des jeunes comme ceux qui ont évolué constamment ensemble pour monter à un rang supérieur. C'est comme à l'armée aussi. Dès qu'ils sont à un rang supérieur, on crée une hybride, parce que l'hybride a ceci de particulier, c'est qu'il renforce le génie. On crée l'hybride en sélectionnant d'autres aussi dans d'autres blocs. Peut-être que, je ne sais pas, on peut avoir le meilleur jeune à Coton et autres. Et puis, on le renforce avec la petite expérience qu'il a eue, ou alors qu'il a déjà eu dans les sélections supérieures. Il peut donc amener une sorte d'homogénéité qui permet d'avoir en football que le code va simplement améliorer et corriger. Donc, il y a ce point-là. Donc, pour terminer et répondre à la question, non, moi je pense que c'est ce qu'on disait. Il y a déjà des structures. Je vous ai toujours dit qu'en matière de texte, le Cameroun a guéri. Nous sommes des génies. Nous sommes très bons. Il n'y a aucun texte qui est mauvais au Cameroun, mais c'est l'application qui est un problème. Alors, si on décide d'appliquer, c'est de chercher des personnes compétentes, qu'on laisse parfois aussi l'amitié. On cherche des personnes compétentes, des personnes qui peuvent apporter un plus, qui sont capables de s'imposer en disant, le jour que vous me proposez, il est le fils de mon ami, mais en réalité, il n'a pas la compétence que je cherche. On va encore le former et je vais prendre celui pour l'instant qui fait le soleil dans le jargon. Donc moi je dis que ce qu'on en a besoin, c'est d'abord, ils aiment bien le dire trivialement,
être charismatique dans ses décisions pour pouvoir avoir une application certaine. Et maintenant, appliquer les décisions qui sont dans les bons textes que souvent on construit. Marcel, un avenir pour cette équipe. Parlant de cette compétition déjà, je vais continuer sur le plan patriotique. Je pense que l'équipe nationale du Cameroun a toute sa chance, mais dans l'avenir, il faudrait que les sélectionneurs puissent travailler sur ce problème d'âge-là, parce que déjà délaisser je pense même, l'équipe U15 n'existe plus au Cameroun depuis, on ne participe plus au championnat Montaigu, qui est organisé par la France, le Cameroun ne participe plus depuis, et c'est ce problème-là. Donc il faudrait que l'encadrement technique des différentes sélections, que ce soit les U20, U17 et U15, puissent travailler pour améliorer ça, pour avoir des groupes homogènes et compacts. On aura plus des joueurs concentrés, les joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, et là on aura plus ces problèmes durant les compétitions internationales. Vous envisagez un avenir pour cette catégorie dans les Jeux de la francophonie? Oui, j'envisage une réussite et pourquoi pas une victoire finale. La raison est toute simple. Le Cameroun nous a habitués à la théorie du danger depuis des années avant même la conception de la théorie, qui fait en sorte que généralement lorsqu'on gagne une compétition, on la commence toujours mal ou on y va en dents de scie. Donc on peut espérer cette fois-ci quand même que ce Cameroun-là, qui a commencé par un match nul, qui a ensuite monté avec une victoire sur la plus petite des marches, peut crescendo aller jusqu'à la victoire finale. Maintenant, il ne faudrait pas comprendre cela pour acquis, parce que c'est la difficulté qu'on a, c'est qu'on va dire aujourd'hui, si on a gagné en 2017 sans une préparation, si le Cameroun a battu l'Argentine de Maradona, ainsi de suite, ça veut dire qu'on peut le faire. Raison pour laquelle, lorsqu'on battait l'Algérie avec la théorie du danger, je disais qu'on ne va pas gagner chaque fois avec cette même théorie. Juste pourquoi, pendant que nous on fait des théories, il y a ceux qui travaillent. Qui aurait imaginé aujourd'hui que le Liban pouvait tenir le Cameroun même en U20? Moi j'ai assisté à un débat où des gens disaient, quand le Cameroun fait nul avec le Liban, c'est parce que les Libanais travaillent. Pendant ce temps, nous on fait autre chose. C'est parce qu'aujourd'hui, le Niger travaille. Le Niger qui a battu ce même Liban 5-0. C'est vrai, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais aujourd'hui quand même, on a un Niger qui a battu le Liban 5-0. Et je peux vous dire qu'avec ce genre de score, ça donne plus de confiance que lorsque ce Cameroun gagne par 1-0. Donc pour dire qu'on peut avoir confiance en cette équipe, mais il faudrait qu'on soit quand même conscient du fait qu'il y a d'autres équipes aujourd'hui qui travaillent pendant que nous régressons. Parce que quand on sait qu'on est en danger, on n'est pas en danger. Quand on ne sait pas qu'on est en danger, alors c'est là qu'on est en danger. Mais vous avez ajouté qu'on se met également en insécurité. Alors oui, les riverains sont-ils en insécurité? Ben, oui, justement, quand vous pensez que vous n'êtes plus en danger, c'est là le danger. Vous mettez en insécurité. C'est ce qu'il avait oublié de dire. Bon, maintenant, vous savez que le Cameroun rejoue contre le Niger. Et ça, c'est un problème. Ça va être un problème. Niger qui est en confiance après avoir battu. Le Niger qui vient peut avoir une victoire 5-0. Et ça, ils ne vont pas vous laisser tranquille. Ils ne vont pas vous laisser tranquille. Parce que c'est ça. Et je dis, quand on va on a un instructeur allemand qui nous disait souvent qu'il faut pleurer avant le match. Quand on vient pleurer après la défaite, ça va changer. Mais quand il dit qu'on pleure avant le match, c'est mettre tout à votre niveau pour gagner le match. C'est ça, pleurer avant le match. Donc j'ai comme l'impression que les Camerounais n'ont pas pleuré avant le match. Parce que quand ils ont vu le calendrier, ils se sont dit que ce sont les équipes prenables. Or, le Niger n'est pas aussi... On a vu le Niger en Coupe d'Afrique. Surtout dans les catégories inférieures. Le Niger jouait la Coupe d'Afrique à Douala. C'est pas des... Surtout dans les catégories inférieures où ils sont plus élevés que le Cameroun. Et d'abord, ils ont la coopération européenne travaille là-bas avec les clubs. Et ils ont appelé les Européens pour venir entraîner leurs clubs là-bas et les sélections.
les sélections inférieures. Donc, je crois que c'est la coopération française, bien sûr. Donc, ils sont bien outillés. Donc, ça va être une finale avant la finale. Le Cameroun doit seulement bien se préparer. Et ne pas faire les remplacements comme j'ai vu l'autre jour là. Des remplacements sans objet. De peur de se mettre encore un peu plus en insécurité. Bien, c'est avec cette insécurité, monsieur, que nous allons prendre le dernier atelier. Le dernier atelier qui parle des Interpools. Les Interpools avec une fin glorieuse pour le club Isocha de Limbe et Isle of Hope Sports Academy, voilà, qui est promu en élite 2, MTN élite 2 au terme des Interpools. Ce tournoi qui se joue entre les 10 champions régionaux du Cameroun avec pour enjeu la montée en deuxième division. C'est plutôt une fin glorieuse pour ce club qui sort d'un championnat régional et se hisser en MTN élite 2. Qu'est-ce qui a constitué les forces même, n'est-ce pas, de ce club? Et Freddy, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce club? La première remarque que l'on peut faire, et c'est la remarque la plus banale qu'on peut poser sur cette actualité, c'est tout simplement qu'on a deux clubs qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest et qui peut encore aujourd'hui poser une autre remarque, c'est que l'équipe championne de la MTN Elite était également Victoria United qui vient d'une de ces régions, pour dire quand même que dans les, peut-être pas MTN Elite 1, mais dans les autres championnats, les autres championnats sont dominés par des équipes de ces régions. Ça prouve le travail qui est fait de ce côté-là. On voit quand même aujourd'hui que Bafman United ou bien East of Hope Academy aujourd'hui sont des équipes outillées. Ajouté à Victoria qui également a fait sensation en MTN Elite 2. On peut également dire aujourd'hui que dans le jeu, on a senti une légère différence entre toutes les équipes, je dis bien toutes les équipes, c'est-à-dire les 8 autres équipes engagées dans ces Interpools et ces deux équipes-là. Voilà, parce que le jeu était très vertical, très direct, et un jeu qui, voilà, on avait quand même des équipes qui, au-delà de gagner, voulaient jouer au football. Parce que j'ai assisté à quelques matchs d'Interpool, je peux quand même vous dire que c'était plus l'enjeu qui dominait sur le jeu. On parle des équipes qui, au lieu d'essayer de jouer 3-4 passes, décidaient d'empêcher que le but entre et tous les ballons allaient vers l'avant. Ces deux équipes, et je pense beaucoup plus à Bafman United, qui a essayé quand même de produire du jeu, même en finale, lorsqu'elle a été dominée, a essayé de produire du jeu, voilà, du jeu qui partait de derrière, et ça prouve quand même qu'il y a un travail qui est fait dans ces équipes. Ça prouve quand même aujourd'hui qu'il y a des équipes jeunes. Voilà, c'est vrai quand même qu'il y a plusieurs équipes qui avaient des joueurs quand même, on va dire, très outillés sur le plan de la division, parce que c'est pas parce qu'on a joué en régional qu'on n'a pas déjà eu 3 ou 4 ans en première division. Mais pour parler aujourd'hui de East of Hope Sport Academy, c'est une équipe, voilà, qui a beaucoup de jeunes, voilà, beaucoup de jeunes, et qui a essayé quand même de jouer en football plutôt direct. Maintenant, la difficulté, parce que c'est où moi j'aime souvent intervenir, c'est pour dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une équipe qui accède en deuxième division nationale, et vous, en tant que président, au lieu de mettre tous ces joueurs au placard et de recruter de nouveaux joueurs, pourquoi pas continuer à bâtir le projet avec ceux qui ont fait monter les équipes? Parce qu'aujourd'hui, il y a des présidents de clubs qui peuvent décider que, voilà, vous n'êtes pas prêts pour jouer le championnat de deuxième division, et on met toute l'équipe de côté. On l'a vu dans le passé, et pourquoi pas aujourd'hui bâtir une équipe solide à partir de ceux-là qui ont porté l'équipe. Mais je dis encore, c'est un grand bravo pour notre championnat. Moi, j'ai été vraiment surpris de voir ces deux équipes, surtout en finale, produire du jeu comme elles l'ont fait. Mais peut-être pour féliciter également les 8 autres équipes, parce que vous savez, le championnat régional, c'est le championnat le plus difficile, à mon avis, en termes de championnat au Cameroun. Déjà, le nombre de matchs
à jouer. Le temps de récupération, parce que vous pouvez jouer aujourd'hui, vous jouez 2 jours après. Et c'est difficile, je passe sur le contrôle du coach, parce qu'il faut le repos, il faut remettre les joueurs en jambes, et il faut jouer et être à 100%. Je pense quand même que c'est difficile et voilà, vous voyez, vous affrontez peut-être que vous avez peut-être 20 journées de championnat et puis vous êtes meilleur dans une région. C'est déjà beaucoup. Et maintenant, aller jusqu'à remporter le tournoi Interpol, on ne peut que féliciter cette équipe qui vient de Limbe. Et peut-être penser aujourd'hui que c'est quand même incroyable de voir que aucun joueur, voilà, peut-être n'a été sélectionné côté de la francophonie, pas peut-être que de ces équipes qui étaient aux Interpol, mais de différentes équipes qu'on aurait pu imaginer dans les championnats régionaux. Coach Vasco, avec des équipes telles que Sporting de Manoa, Volcan du Noun, Nyom 2, Abomban US, Gaoundé FC, Olympique de Buon-Ghané, pour ne citer que cette équipe-là, quel est le secret, quel a été le secret, quelle a été la recette même, n'est-ce pas, de cette équipe de Isle of Hope Sport Academy? Donc, les deux clubs du nord-ouest et du sud-ouest ont bénéficié peut-être des académies qui sont là-bas. Ils étaient plus jeunes. C'est pour ça qu'ils ont dominé. Ils étaient plus jeunes parce que les autres avaient des joueurs qui fleuraient la trentaine. Et donc, ça a fait la différence tout de suite. Et les deux, et de trois, je veux dire, et de trois maintenant, les matchs étaient trop... les distances n'étaient pas très élevées, c'est-à-dire que les espacements étaient de 2 jours. 2 jours, c'est insuffisant parce que la récupération s'est fait 72 heures après. 72 heures. Donc, la régénération de l'ATP s'est fait 72 heures après, c'est-à-dire l'acide triphosphaté qui vous donne la force au corps. Mais quand vous avez un staff bien outillé, on peut avancer ça en faisant de la cryothérapie, c'est-à-dire que on trempe le joueur dans un bac à glace. Un bac de glace, oui. Oui, pour accélérer la récupération, mais je ne sais pas s'ils avaient ces moyens, parce qu'il faut avoir aussi des moyens pour le faire. Ça, c'est les clubs professionnels qui le font. Donc, les critères là n'étaient pas remplis. Donc, et puis l'alimentation, il faut voir. Moi, j'ai essayé de... je suis allé voir là où Abomban était, mais vraiment, c'est quand même déplorable, parce que c'est pas comme ça. Il ne suffit pas de venir mettre les joueurs dans un hôtel et dans quel hôtel, qu'est-ce qu'ils mangent, et comment ils dorment, et les problèmes de récupération sont comment, le repos est comment, c'est ça. Le travail, vous travaillez où? Les joueurs s'entraînent en terre battue et ils passent s'entraîner, ils passent jouer sur le gazon. Il y a une dichotomie là-dedans. Donc, parce que l'organisation du football, c'est tout ça. Hein. Parce que j'entends dire là qu'on a organisé le football, tout est déjà bien. Non, voilà les couacs. Et ceux qui dirigent le football doivent écouter et s'améliorer pour le futur. Parce que l'année passée, j'ai été dans un club hirondelle de Macabre. Mais si je vous dis dans quelles conditions j'ai travaillé, mais j'ai fait, j'ai trouvé l'équipe, ils étaient 5e. Je les ai amenés à la tête du classement. Mais j'ai employé les méthodes modernes sans moyens, avec la persuasion, avec l'apport psychologique, tout simplement. Voilà comment un entraîneur doit transformer, ça dit qu'il doit s'adapter. Il n'y avait rien, il fallait voir ce qu'il mangeait, mais avec les bonnes paroles, avec la persuasion, avec l'élégance dans ce qu'on dit aux joueurs, les joueurs étaient galvanisés, ils ont produit des résultats. J'espère que les autres entraîneurs peuvent copier ce genre de méthode, puisque nous sommes encore en difficulté parce qu'on n'a pas tous les moyens pour faire développer notre football, parce qu'il faut les stades
dans tous les arrondissements, dans tous les départements. Ce n'est pas encore possible. Heureusement que mon ami Claude Roy amène un projet de construction de stade dans les départements et les arrondissements que la France a donné au Cameroun avec l'agence française de développement. Donc il arrive le mois prochain ici pour ça, pour implémenter ça. Et voilà le salut, le premier salut qui va arriver comme ça, parce que au moins dans un arrondissement qui est un stade moderne comme le stade annexe pour les jeunes, parce que les stades là seront construits pour les jeunes dans les arrondissements. Patrick, nous savons que le Premier ministre a pratiquement débloqué une somme de à peu près 3 millions de francs CFA pour soutenir ces clubs qui viennent de ces régions-là, notamment ce club. Est-ce que vous pensez que cet apport, ce soutien des autorités ou alors des élites même, et combiné à la jeunesse des joueurs, ça peut être ça le secret qui a fait la force de ce club promu en élite? C'est évident, c'est évident. On ne saurait rejeter ça. Vous savez, le confort financier est un atout pour pouvoir mieux s'exprimer dans le cadre du football. Personne ne va le nier. C'est d'ailleurs ce pourquoi on a déploré hier le fait que on ridiculise toujours le confort des acteurs du point de vue financier, ou du moins qu'on minimise l'impact que ça a dans le football. Vous l'aviez dit, le ministre a certes produit une enveloppe, mais la fédération a encore produit 1,5 million pour les transports, oui, pour le transport des joueurs et leur hébergement. Vous pouvez comprendre qu'en fait, ça donnait bon augure et aux joueurs et aux encadreurs du point de vue de la forme d'abord. C'est normal, ça va amener désormais les équipes de la dimension régionale à plus aménager leur volonté, à atteindre le sommet et à recevoir cela. Mais pas seulement cela, tout l'accueil qui est tout, parce que vous avez vu les Interpol ont quand même donné aussi fière allure avec les stades qui étaient quand même abondés et un certain nombre d'impacts positifs que nous en avons vu. Donc il faut dire qu'en fait, ce confort présagé donné, présagé par la fédération et donné par les autorités, peut servir aujourd'hui d'une victoire d'un club à un autre. Mais je vais dire que j'ai eu l'occasion de voir des fréquences, parce qu'il faut rester honnête, je n'ai pas eu l'occasion de voir tout le match, mais la mouvance m'a amené à m'intéresser aux fréquences qui ont constitué les enjeux du match et le jeu, les buts et autres. Je peux vous dire que j'ai apprécié le football qui a été développé par les deux équipes. Il y en a d'ailleurs 2 joueurs qui m'ont frappé. J'espère retenir mieux leur nom. Il a dû donner au Néga, quelque chose comme ça, et Tikou Ekba. Ce sont des joueurs, des jeunes joueurs que je pense qu'il faudra encadrer. Mais comme on l'a dit en ce qui concerne le nœud qui peut fonder la présence des 2 équipes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce ne sera nettement pas politique, que les gens pensent qu'en fait ça a été organisé pour que c'est eux qui prennent du plaisir. Voilà. Le problème aussi, c'est qu'il faut le reconnaître, hein, ces zones-là servent une certaine rigueur dans la gestion de leurs affaires. Et lorsqu'ils ont un projet qui est présenté, ils croient en premier lieu. Parce que l'expérience a prouvé qu'ils veulent encore que le Cameroun présage fier à lui dans la gestion de ses affaires. Et ils sont sérieux. Ils peuvent toujours avoir des bris. Mais lorsque vous avez face à un résident du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest, vous voyez dégager déjà la confiance dans l'affaire que vous allez mener. Et c'est ça même donc, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Certains me disent toujours, vous aimez bien le dire, pourtant j'ai été corrigé par un ou un négatif. Mais ça, c'est l'exception. Mais de manière générale, on voit toujours leur volonté à faire mieux. Et il faut dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ont cru au projet du football. Dans les remarques, comme Freddy l'a fait, je me permets parce que plusieurs facteurs peuvent se dégager, ne sont pas dans les secrets des dieux des équipes. Il peut arriver que la chance les amène là, certes, mais nous croyons aussi au vu des expériences et des observations habituelles qu'il peut arriver que les équipes se sont préparées cette fois-ci, elles ont cru au projet qui a été présenté à la fédération. Elles ont pensé que maintenant, les magouilles seront moins et que le football va prôner.
elles ont peut-être cette fois-ci mieux joué au football et ça a permis à ce qu'elles se retrouvent là. On pense donc qu'il faut que de plus en plus que les équipes s'organisent, jouent au football et elles pourront arriver là où les plus insoupçonnés sont arrivés, à savoir ces deux équipes. Arsène, une fin plutôt glorieuse pour ce club de déjà avant d'entrer en quelques minutes, puisque nous sommes pratiquement... Oui, justement, avant d'entrer sur le plan du jeu même en question, je vais d'abord parler de l'organisation. Déjà féliciter la Fédération camerounaise de football qui a beaucoup travaillé. Mais on peut vous taxer de pro et tout sur ce plateau. On ne refuserait pas. On peut encore se souvenir des interpôts de la saison passée qui ne se sont pas déroulés comme celle de cette saison. On a vu du beau monde dans les stades, on a vu déjà ce professionnalisme-là, les matchs de D2 régional qui se déroulent à la télé. On n'avait pas la chance de voir les équipes de D2 régional évoluer à la télé. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement se focaliser sur le plan de l'argent parce que j'ai remarqué les présidents de club mettent plus le cœur sur le plan de l'argent que de mettre le cœur sur le plan du football. Les acteurs eux-mêmes ne sont pas déjà à l'aise, il faudrait déjà les mettre à l'aise. Parlant de ces deux équipes ressortissantes du nord-ouest et du sud-ouest, moi je trouve que ce sont les deux belles équipes qui se sont démarquées durant ce tournoi Interpool. Ça me fait un peu mal parce que je parle des équipes du nord-ouest et du sud-est parce que moi j'avais mon équipe, Nyom 2, je ne vais pas vous le cacher, j'avais mon équipe qui n'a pas eu la chance de se hisser en finale. Mais bon, on encourage cette équipe promue en élite tout. C'est vrai, l'élite tout, c'est un autre niveau, mais je pense avec la jeunesse, je pense avec l'engouement qu'ils ont, l'engagement, ils auront la chance de dompter les équipes qui évoluent en élite tout depuis beaucoup d'années. Mesdames, Messieurs, 2-0 de ce jeudi 3 août 2023, stop et fin. Ceux qui m'ont accompagné, Patrick Golangena, consultant sportif et écrivain, le coach Vasco, encadreur et formateur, entraîneur et formateur, Arsène Aboudou, c'est ça? Oui, Arsène Aboudou, également consultant sportif, et Freddy Ndou, un autre consultant sportif. Messieurs, j'espère vous avoir sur ce plateau dans les prochains jours pour d'autres thématiques qui feront peut-être encore mieux transpirer que celles d'aujourd'hui. Messieurs, mesdames, nous espérons également que, comme nous, vous avez transpiré chez vous. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Restez en compagnie des chaînes de Africa Plus News. Bien, bonsoir.